Salut les gros bidous! Le principe de la vidéo est simple parce qu'il est chill, parce qu'il fait hyper chaud dehors. Donc on a besoin de chillitude en vidéo, je pense. Est-ce qu'il y a plein de gens qui vont zapper la vidéo parce que j'ai dit chillitude en entrée? Peut-être. C'est un risque à prendre. Je vais parler des tarots queer et LGBTQIA+, de ma collection. Comme vous savez, parce que c'est un de mes axes, faire du tarot féministe et queer depuis près de 10 ans, c'est pas très novateur. Vous avez eu l'occasion souvent sur ma chaîne de voir ce type de vidéo. Donc cette fois-ci, je ne vais pas trop rentrer dans des définitions, dans des critères. Je vous renvoie vers ce que j'ai déjà fait. Maintenant, c'est clair, comme tout le monde, ma pensée et mes pratiques, ça évolue. Donc je vais certainement vous replacer des éléments de pourquoi j'ai choisi ce jeu, pourquoi tel autre m'ennuie, pourquoi tel genre de représentation, ça me convient pas sur un tarot queer, ou voilà. Et comme souvent, je vous montrerai aussi pourquoi mon niveau d'exigence est souvent là, mais dans la pratique, en fait, je me contente d'autres choses. C'est pas une sélection exhaustive. Si vous allez regarder dans mes anciennes vidéos, il y a des tarots féministes et queer qui sont plus du tout dans ma collection. Il y en a des nouveaux qui sont rentrés. Il y en a juste que vous n'allez pas voir aujourd'hui parce que je ne vais pas tout vous montrer à chaque fois. Là, par exemple, pour commencer la vidéo, c'est hyper simple. Je suis descendue parce qu'il fait beaucoup plus frais au rez-de-chaussée et j'ai pris les tarots queer que j'ai utilisés pendant les 2-3 derniers jours. Simple. Et c'est déjà pas mal de tarots pour commencer la vidéo. Je vais commencer par un classique, c'est le Fifth Spirit Tarot. J'ai la version indépendante, donc les cartes ont changé sur la version qui est disponible à l'heure actuelle, qui est la version Mass Market. J'ai fait une vidéo sur la version Mass Market avec une comparaison des deux, au cas où ça vous intéresse. Et aussi, il existe en français sous le nom du Tarot Inclusif. Et ça, c'est le livre qui va avec la version indépendante du jeu, qui est donc plus disponible. L'auteurice a aussi créé un tarot qui a l'air génial, mais qui est indépendant et pour le moment, du coup, hors budget pour moi. Il s'appelle le Gai Marseille. C'est un tarot de Marseille hyper queer, mais vraiment, il est fabuleux. Et donc, la personne a publié à la suite de ça, mais en beaucoup plus complet, un livre sur le tarot, plutôt queer, plutôt révolutionnaire, plutôt engagé, qui s'appelle Radical Tarot. J'ai oublié c'était quoi le sous-titre. Je mettrai l'image là, puisque je ne l'ai qu'en audiobook, donc je ne peux pas vous le montrer. Mais c'est vraiment un des bouquins que je recommande le plus sur ce sujet. Et l'auteurice a aussi publié il y a un mois Queer Devotion, donc sur la dévotion queer, les dévotions queer, qui est aussi un recueil d'essais qui est très très intéressant sur le sujet. Je viens de le terminer et je trouve très inégal selon les essais, ou parfois dans certains essais ça patine un peu, j'ai du mal à m'y retrouver, il y a des longueurs. Mais ça reste un regard très très intéressant parce que ça manque beaucoup, une perspective queer et non-binaire sur ces questions. Donc oui, c'est un tarot queer, non-binaire et inclusif. Les noms sont écrits en entier sur la version Mass Market, donc si vous êtes troublé par les chiffres romains, c'est différent dans l'autre version, y compris sur les majeurs. Les chiffres sont aussi écrit d'une façon plus lisible. J'aime bien ma petite version indépendante, mais franchement, je pense pas que vous pouvez encore la trouver parce que j'aime que ce soit sur du papier linen, très léger, facile à mélanger. La version Mass Market, qui est celle que vous trouvez à l'heure actuelle, j'étais vraiment dégoûtée de la qualité des cartes parce que j'aime pas les gros jeux qui sont trop rigides. Mais vous pouvez aller voir ma review si ça vous intéresse. Et dans la version en français, visiblement, il y a des bordures qui sont encore plus énormes autour des cartes. Why? Je vais arrêter de parler des aspects techniques parce qu'en vrai, on s'en fout un peu. On veut voir des tarots queer et féministes dans cette vidéo. Qu'est-ce que j'aime dans celui-ci? Les représentations. La simplicité aussi, c'est assez agréable d'avoir un tarot qui va à l'essentiel sur les mineurs. Après, pour certaines personnes, c'est peut-être plus difficile à lire. Pour moi, il est plus difficile à lire alors que je n'ai pas forcément systématiquement du mal quand les cartes sur les mineurs sont plus simples ou moins détaillées, mais celui-ci, parfois, je cale un peu, et donc je ne sors pas si souvent que ça de mes étagères. Et en ce moment, j'ai plaisir à le sortir et à travailler avec lui. Les figures et les arcanes majeures sont légèrement différents aussi au niveau des représentations des personnages sur la version Mass Market, notamment parce que Charlie Claire Burgess s'était inspiré de personnes connues, je pense. Et donc pour une question de droit, il a été choisi de ne pas les retenir pour la version Marché de masse. Les traits poétiques,
Il est très actuel au niveau des représentations, c'est très contemporain, c'est très varié. Et en même temps, il a quand même un côté très poétique, peut-être on voit bien ici sur le 4 de Pentacle, qui laisse beaucoup de place à l'imaginaire et à certaines personnes qui n'aiment pas du tout les tarots, qui sont trop contemporains au niveau des visuels. Moi, c'est pas du tout ce qui me dérange. Et celui-ci peut être une chouette transition entre un univers très fantaisie, parfois trop fantasmé, parfois idéalisé, dans lequel on va accentuer certaines normes sociales, certaines normes corporelles, etc. Et donc, il ramène ce côté plutôt fantastique, mais par petites doses, tout en ayant un vrai souci de représentation contemporaine, au niveau du style et compagnie. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Je veux dire que dans des tarots qui sont basés dans des mondes soi-disant fantastiques, les gens ont cette idée que du coup, ça doit être idéalisé. Qu'est-ce que pour certaines personnes c'est idéalisé? C'est que des personnes blanches, que des personnes minces, que des personnes valides. C'est pas idéal, hein, ça c'est une société exclusive. Hein. C'est un monde qui n'a jamais représenté la diversité des écosystèmes, des sociétés, des humains. C'est stérile, c'est excluant et ben, moi c'est pas mon rêve, ça n'a rien de fantastique pour moi, c'est juste... C'est le week-end, c'est le jour des connards en moto. Voilà, le bruit est passé. Je pense pas que le bouquin ait été traduit en français, malheureusement pour les personnes qui s'y retrouvent plus dans ce genre de choses. Et alors, je vais prendre un jeu que j'utilise pas souvent, mais que j'essaie de ramener dans ma pratique, là, tout de suite, maintenant, c'est le Fyodor Pavlov. Le Fyodor Pavlov Tarot, qui a aussi été créé par une personne trans, tout comme le tarot précédent, qui a aussi, pour le coup, c'est une version mass market publiée par US Games et que la qualité des cartes est vraiment formidable. Tout le monde est toujours en amour pour ce côté-là sur Internet. Peut-être que c'est juste, c'est même un peu too much, genre parler une fois un petit peu hein, du contenu au lieu de vous focaliser sur l'extérieur, parce que bon voilà, lui il est basé plutôt dans un monde imaginaire, très inspiré du côté un peu néo-médiéval du Rider-Waite-Smith hein, finalement. Donc, clin d'œil aux traditions du tarot. Et pour moi, il y a une certaine esthétisation des corps. Je vous en parlais dans mes premières impressions l'année passée, que j'ai du mal à dépasser. Au niveau de l'usage, c'est rigolo, je l'ai utilisé pour faire des réussites tout l'hiver. Il était sur ma table de chevet. J'aurais fait enlever les majeurs et les pages ou les cavalières. Et je l'utilisais parce que c'est sympa avec les codes couleurs, c'est assez chouette à utiliser pour faire des solitaires. Sauf que je ne l'utilisais pas en tarot. Et là, je me suis dit que quand même, c'était l'été, je trouve qu'il a une chouette vibe pour le solstice et je voulais m'y essayer. Parce que quelqu'un a répondu en commentaire de ma vidéo à ce moment-là, Charlotte, coucou, que j'ai vraiment bien aimé. Comme commentaire, c'était qu'en fait... Bon, déjà, il y a un côté très sexualisé qui n'est pas pour tout le monde. Mais aussi, moi, ce qui m'a toujours ennuyé, c'est que des gens le mettaient en référence au niveau de la représentativité des corpulences, parce qu'il y a des personnes grosses et tout ça. En fait, il y a un truc. Les personnes qui ont une présentation de genre très masculine sont représentées très massifs, mais dans le sens très musclé, etc. Et les personnes qui ont une présentation de genre très féminine, dans leur expression, peuvent être représentées comme des personnes grosses. Il n'y a pas de personnes avec une présentation de genre masculine qui sont grosses. Et en ce sens, du coup, pour moi, pour un tarot qui se veut plutôt queer et non binaire, c'est pas très réussi parce qu'en fait, il y a quand même certains stéréotypes de genre dans ce qu'on associe à certains types de corpulence. Femme, féminité, associées à n'importe quel genre, d'ailleurs, vont être représentées d'une façon... sont les cartes où on est susceptible de retrouver de la grosseur. Non, et puis de toute manière, ça ne passe de toute façon pas les quotas, il y a très peu de grosseur sur ce jeu. Dans ce cas, moi je ne le trouve pas représentatif, je ne comprends pas la hype. Ça ne veut pas dire que c'est pas un chouette tarot queer, et qu'il est intéressant, et qu'il propose de la différence au niveau des représentations, mais qui correspond très bien aux univers de certaines personnes qui seront ravies d'avoir une espèce d'univers ancien, avec des codes assez traditionnels, réinventés, parfois idéalisés, qui se retrouvent là-dedans, de trouver ça vraiment cool. Mais pour moi, en tant que personne grosse et en tant que personne handi, et en tant que femme, ça va pas assez loin.
Mais de manière générale, et vous le verrez dans toutes mes vidéos précédentes, j'aime pas les tarots qui sont trop esthétisants. Pour moi, un chouette tarot, c'est un tarot qui a des poils, qui a des bourrelets, qui a de la cellulite, qui vit quoi. C'est juste pas du tout mon esthétique. Maintenant, vraiment, je suis décidée pour cet été, je vais essayer de travailler avec lui. J'ai tiré un peu les cartes avec lui tout à l'heure, j'étais assez contente. En fait, depuis que je le teste, je suis assez contente du résultat. Peut-être que finalement, je vais faire partie de la team des personnes complètement séduites par ce magnifique Fyodor Pavlov. Magnifique, dans le sens parfois un peu trop beau, mais quand même. Mon amoureuse descend, alors je coupe pour l'instant. Ma butch vient pour montrer qu'on n'est pas des butch femmes esthétiques. Ok, moi je me suis mis en poufiasse mais de mauvais goût aujourd'hui. Donc c'est volontairement pas esthétisant. Si vous croyez que ça l'est pas, c'est poufiasse. Et ma butch, regardez, elle a une petite chemise toute cracrade. Tu portes quoi en dessous de... Rien. Rien. Voilà. Non mais après là, il y a beaucoup de gens peu vêtus, hein, ceci. Ouais. Et toi tu l'aimes pas non plus. Hein. Comme artiste, c'est pas ton univers non plus. Non, la carte des amants peut-être me plaît moins. Oh, c'est des Il y a personnes une esthétique un peu... Ouais, je sais pas, j'avais pas capté tout de suite. Mais... Oui, l'esthétique me plaît pas tant que ça. Moi j'aime bien les couleurs. Ouais, les couleurs, oui, c'est vrai. C'est fort pour chaque suite. Et regarde, pour les épées, c'est rouge, donc c'est pas très conventionnel. Alors, on va chercher les amoureuses. C'est le côté néo-romantique. Néo-romantique, toi, tu dirais. Moi, j'aurais dit que c'était un peu comme le Pamela Coleman Smith, donc le Rider-Waite Smith, et que c'était un peu néo-med, néo-médiéval. Mais toi, tu dis néo-romantique. Oui. Qu'est-ce que tu entends par néo-romantique? Regarde, on a un peu l'inspiration mexicaine. Ça, c'est pas mal. L'époque de Chopin, là, le 19e. Ah oui, bah un peu, ouais, mais c'est aussi l'époque du revival gothique. Oui, c'est ça. Donc c'est néo-romantique, néo-gothique. Ouais. Oui, c'est ça, c'est plus ça. Donc c'est romantique. Surtout en fait. Là, dans ce genre-là. Ah oui, l'homme seul face à la nature, romantique dans ce sens-là. Avec les grandes peintures allemandes. Ouais, moi j'ai pas trop vu ça, comme quoi c'est très perso. Bon, je cherche les amoureuses qui t'ennuient. Mais il y a un truc qui est un peu gênant pour certaines personnes, c'est que parfois... l'orientalisme. Mais oui, mais non, parce que il y a pas mal de cultures qui sont représentées. C'est une personne qui est immigrée aux États-Unis. Et donc, il ne s'est pas focalisé. Ouais, non, c'est surtout voilà, dans les côtés un peu plus slaves. C'est là ton truc, quoi. Non. Avec la mort, par exemple. Ouais. Oh, mais ça, on aime bien. Voilà. Mais moi, ce que j'aime pas, c'est le côté un peu lascif, sensuel des corps, comme ça. Tu vois, directement, quand les corps sont tirés comme ça, c'est représenté d'une façon, il n'y a pas un bourrelet, il n'y a pas un poil. C'est très très lisse, on dirait des puvis de Chavannes. Je disais, c'est là mon esthétique. On a le diable qui va être quand même en parallèle aux amoureuses. Oui, mais ça, c'est néo-goth, quoi. Et moi, je crois qu'il y a une inspiration punk, en fait. Là aussi. Ouais, mais c'est normal, c'est le pendu. Ok, d'accord, merci pour ton analyse. Et la personne, son style est généralement très sexualisé. C'est très sexy. Nous, on n'est pas très sexy. Pas forcément pour tout. Pas de cette manière-là. C'est pas ton univers sexy. Tu es en train de regarder ta broderie là-bas et tu es en mode, mais moi j'aime le sexy. Mais c'est pas ce genre de sexy. Ben, parce que regarde, tu vois, tu es néo-victorienne là. Tu es presque steampunk avec ce que tu as fait. Là. Oui, c'est vrai. On va montrer. Et ce que certaines personnes n'aiment pas, tu vois, il y a des taches un peu rougeâtres comme ça sur les corps et tout. Et voilà, c'est ça que les gens n'aiment pas forcément. Et bien moi, c'est le truc qui me plaît. Justement. Ah, okay. Et le reste, non. Mais c'est ça qui me plaît bien. Et dans les amoureux, ici, tu as aussi... Ça fait un peu bandage. Ouais. Mais en fait, c'est le hand fasting. C'est les cérémonies païennes ou non païennes de ruban pour... oui, j'y vois pas du bandage, c'est vrai. Je vois donc, plus vraiment celui qui fait un peu... Moi, je la trouve bien, quand même, la carte des amoureux. Avec des personnes trans, elle me plaît. J'essaie de me familiariser avec. Et regarde, on a une personne handi qui n'est pas représentée sur la carte du chariot ou du 9 de bâton. Oui, c'est clair. Donc, c'est juste une personne handi, genre neutre. Ouais. Ça, c'est cool. Après, la carte... Ah non, c'est cavalier. Ah oui, mais donc, c'est pour représenter le mouvement. Donc, son mode de transport, c'est son fauteuil. Tu vois? Comme certaines personnes font sur le chariot. C'est très bien de représenter le mouvement avec une personne handi. Ouais, mais c'est un peu un cliché du tarot. Souvent, c'est le chariot, par exemple, sur les jeux de cuivre. C'est un peu dommage. On pourrait avoir une personne handi dans son fauteuil et que son fauteuil ne symbolise pas le mouvement, mais symbolise juste l'extension de sa personne. Quoi. Okay. Bref, je t'ai coupé, mon amoureuse. Viens, on va les montrer. Ça va. Finalement, je vais apprécier. Ce tarot? Non, c'est vrai, pas toutes les images, c'est ça qui... Ouais, c'est bizarre, mais il faut le tester en tirage.
Cette carte de famille, elle est belle. Parce oui, que c'était Frida Kahlo avec Frida Kahlo. Bah ouais, mais non, au final, c'est juste, regarde, c'est pas les visages ne sont pas représentés en mode Frida Kahlo. On pense directement à ça, mais c'est juste des costumes indigènes, mexicains, traditionnels, en fait. Moi aussi, je pense toujours à ça. Mais en fait, non, du coup, c'est une famille autochtone du Mexique, avec 2 mamans et 2 enfants. Une famille queer autochtone du Mexique. Donc on est quand même très inspiré de Wade Smith, on a l'idée de famille et de félicité familiale pour le 10 de coupe, et en même temps il y a tellement de complicité, de douceur dans cette vision familiale qu'on aime bien. Oui, je revois celle du Wade Smith qui est très... avec petite maison dans la prairie, papa, maman, les 2 enfants et demi. Après tu vois les gens de dos. J'avais pas vu que ma vidéo s'était arrêtée parce qu'on parlait, du coup on a continué probablement 2 ou 3 minutes. Donc j'ai quand même quelque chose à rajouter ici sur ce qu'on disait précédemment. La première chose, c'est que ça m'a mis en tête la chanson de Karen Cheryl, Les Nouveaux Romantiques, qui est une reprise de la chanson italienne dont j'ai oublié le nom, mais je vous recommande fort d'aller voir ça. Et sinon, j'avais envie de vous traduire aussi la section à propos de l'artiste dans le bouquin qui vous permet de comprendre davantage son positionnement et son esthétique aussi, qui est peut-être pas notre esthétique préférée, mais quand même c'est chouette de la cerner un peu mieux. Ça dit Fyodor Pavlov est un émigré queer transgenre russe qui vit depuis longtemps à New York. Les intersections de toutes ces identités complexes informent son travail en tant qu'artiste. Il travaille avant tout à travers le médium de l'aquarelle et de l'encre. Il maintient un portfolio fort, focalisé sur les motifs multiculturels de l'histoire, des sexualités queer et de l'occultisme ésotérique. Son objectif est de créer des images qui racontent des histoires et de contextualiser les identités queer ou l'identité queer dans un passé où ces identités ont toujours existé et de réimaginer cela dans une société qui est libérée de la répression. Il crée de l'art qui apporte de nouvelles vies au passé pour les audiences contemporaines et qui évoque un monde dans lequel le passé est présent, le présent est queer et le genre est fluide. Qu'on aime cette esthétique ou pas, il faut reconnaître que c'est un très beau projet. J'ai essayé d'accélérer un peu. Le queer tarot, c'est un bon exemple de ce qui fait et ce qui ne fait pas un bon tarot queer pour moi. Je ne détiens pas la définition universelle de ce qu'est être queer. Je pense que justement, queer n'est pas un terme très universaliste et c'est tant mieux. On a un tarot qui est clone du Wade Smith pour moi. Pourquoi? Parce qu'on a respecté très fidèlement les codes. Peut-être pas les codes couleurs, mais pour la composition des images, on est très très près d'un tarot Rider-Waite Smith classique. Plus que les précédents, sur lesquels il pouvait y avoir de l'inspiration. On a un tarot d'un grand format, avec des cartes assez maniables pour moi, ce que j'apprécie beaucoup. Et on a un tarot qui est allé chercher, enfin on a 2 créatrices pour ce tarot, qui sont allées chercher des personnes LGBTQIA+, qui ont posé pour chacune des cartes. C'est très chouette parce que dans le livre, on a quelques infos sur les personnes. Voilà, et par exemple ici, je sais pas moi, page de pentacle, j'ai le nom de la mannequin, ses pronoms, où elle vit, si c'est Singapour, son que son pseudo sur les réseaux, et puis on a une description de l'image. Ce qui est aussi intéressant, c'est que donc chacune des images nous dit quels sont les drapeaux qui sont utilisés. On a une personne qui porte un t-shirt avec un drapeau polysexuel, et elle regarde les... Ah bah on ne sait pas c'est quoi le drapeau qu'il y a ici. Okay. Je devrais savoir ça, je suis pas très intéressée par les drapeaux. Les symboles oui, mais les drapeaux, c'est l'histoire des drapeaux, la communauté LGBT, c'est moins mon truc. Bon, j'étais déjà en train de me perdre en cherchant plus d'infos sur les drapeaux, mais je vais arrêter là. Ce que je peux dire, donc, c'est pas facile quand on a des jeux qui sont trop inspirés de Wade Smith de complètement se débarrasser de certains codes qui peuvent être un peu plus désagréables ou moins en phase avec nos valeurs. Voilà, pour moi, c'est pas mon support privilégié, n'est pas un tarot qui est trop inspiré du Rider-Waite Smith. Je préfère ceux qui prennent des libertés. Mais je trouve celui-ci déjà très beau au niveau des techniques, au niveau de l'esthétique, au niveau de l'inspiration.
puiser dans les sous-cultures. Mais donc, ok, clone de Wade Smith, d'accord, ça va. Il m'en faut pas des tonnes dans ma collection, mais il y en a comme ceci, avec une jolie esthétique, une belle prise en main, un côté tactile vraiment sympa, ça va. Ce que j'aime pas trop, j'avoue, je ne me suis pas repenchée dessus parce que j'ai complètement mis le livre de côté, c'est que j'ai trouvé que les inspirations ne faisaient pas ce travail de queeriser le tarot. Et pour moi, ce qui fait un tarot queer, c'est pas du tout juste les images, des représentations. Moi, j'espère, et parfois, on peut faire ce travail, même avec un jeu très classique, même avec un jeu qui n'a rien de queer, puisque notre travail par rapport au tarot, c'est le queeriser. Ce qui est à peu près ce que je fais tout le temps sur ma chaîne. Donc, si vous cherchez des exemples, allez par exemple dans ma série de vidéos Interpréter le tarot carte par carte. Et donc pour moi, il y a certains types de clichés dans les interprétations des cartes, d'interprétations très basiques et qui ne remettent pas en cause le côté binaire, le côté productiviste ou capitaliste, certaines idées un peu coloniales, hein, on a vu tout à l'heure, je pense le 2 ou le 3 de bâtons qui peuvent avoir cette idée d'expansion coloniale, de conquête, etc. Bah, si toi tu fais pas le travail à côté de revoir ça, je ne dis pas que c'est le cas dans ce livre, je n'ai pas du tout en tête les problèmes que j'avais repérés, mais ça me va pas quoi. Et ça montre aussi que ça joue sur différents plans de développer une approche queer du tarot, que c'est pas juste le visuel et que parfois on peut même avoir un visuel qui est passable, pas extraordinaire au niveau des représentations, et avoir une interprétation dans les livrets par exemple, ou soi-même en lisant les cartes, qui est complètement queer. Je me perds dans mes explications, du coup je vais vous montrer le Liberation Tarot tout en continuant d'en parler, parce que le Liberation Tarot est un très bon exemple du chien des voisins qui a décidé d'aboyer. Oh, le chien! Ouf, ouf. Le chien, il y a des basses qui sont très loin, qui ne sont pas d'un voisin direct, mais qui sont difficiles pour mon cerveau. Et je me tiens mal là. Le Liberation Tarot va me permettre de vous montrer aussi qu'en dehors de la représentation, il y a des représentations absolument queer dans ce tarot, il y a des choix de représentation de personnes queer à tous les niveaux, et aussi au niveau de toutes les personnes qui ont collaboré à ce tarot, c'est un tarot queer, c'est sûr, il n'y a pas de problème. Mais en fait, certaines images, par exemple, est-ce que ce qui fait un tarot queer, c'est une carte des amoureux, amoureuses avec un couple LGBT ? Pas forcément, surtout que souvent sur cette carte, on va avoir pas mal de clichés qui reviennent. Mais ou alors est-ce que ce qui fait un tarot queer, c'est le fait de décentrer la notion d'amour complètement de la notion de relation humaine exclusivement. Il y a certains tarots, on verra peut-être plus tard si je sors ces cartes-là, qui ont choisi de décentraliser, qui ont choisi de décentrer les relations monogames ou monosexuelles, qui ont choisi de mettre en avant le polyamour, c'est cool aussi. Il y en a d'autres qui insistent beaucoup sur le self-love ou le lien qu'on peut avoir avec certaines parties de soi, etc. Ce qui est aussi cool. Mais celui-ci, pourquoi il est queer? Je vais vous lire ce qui a été écrit dessus. Hop. Parce que je tirais cette carte récemment, donc j'ai eu l'occasion de relire ce qui était dessus, j'ai beaucoup aimé. L'art, c'est par une personne dont le nom est Ji Woo. On a une description, ce qui est très utile et qui participe fort à l'inclusivité d'un jeu, je trouve. Deux mains qui plantent une fleur qui est d'un rouge vibrant et qui a une forme de cœur. Dans le centre d'un symbole taiji, blanc et noir. Les racines de la plante partent dans toutes les directions. Les boutons, comme des boutons de fleurs d'amour, lovebirds, qui vont être portés par le vent à travers les mains tendres qui les aplatissent et puis de retour vers le ciel. Oui, donc on voit que, je ne sais pas si c'est ma traduction ou si c'est le truc qui est un peu difficile à traduire, mais bon, on voit bien les racines qui partent et les racines qui partent, qui s'en vont dans différentes directions. Les racines sous la fleur étendent l'orbite de l'amour.
au-dessus, par-dessus, on a les étoiles qui bénissent la jeune plante, la jeune fleur. On a une citation ensuite qui vient d'un livre de Larry Mitchell qui s'appelle The Faggots, les PD et leurs amis entre les révolutions. Et ça dit « Romantic love, the last illusion, keeps us alive until revolutions come ». L'amour romantique, la dernière illusion, nous garde en vie en attendant l'arrivée des révolutions. L'amour, c'est notre hymne. L'amour de soi, l'amour communautaire, l'amour ancestral, l'amour spirituel. Spirit love, même pas spirituel, mais l'amour des esprits, ou avec les esprits, l'amour de la terre, earth love, l'amour. On doit tous apprendre ça. Il y en a très peu parmi nous qui sont éduqués avec l'amour dont on a besoin pour survivre. On a tous besoin d'apprendre ça et pourtant on trouve que l'amour est la plus grande des pratiques de notre temps. On retourne encore et encore pour retrouver ce qui est à la fois vieux et nouveau. Il faut repasser le fil, rethread, le fil de l'amour à nouveau, le recoudre dans nos corps. Can every action become an extension of love? Est-ce que chaque action peut devenir une extension de l'amour? L'amour est un retour à nous-mêmes, à nos communautés, à notre poussière et à notre saleté. L'amour est le refus d'organiser nos vies autour de l'accumulation du capital. L'amour est abondant, l'amour nous soutient dans le travail de libération et nous transforme dans les gardiens, gardiennes communautaires, communaux, communal, des communs aussi, que nous voulons être. Plante-le, fais-le pousser. L'amour se renouvelle sans cesse. Et alors on a toujours aussi une suggestion de lecture. Oh, le chat ronfle. Ou rêve. Ce tarot de la libération, c'est donc vraiment une preuve que amener du queer dans le tarot, queeriser le tarot, c'est bien au-delà des représentations. Et c'est aussi bien au-delà des représentations humaines. C'est aussi montrer l'importance du plus qu'humain, l'importance du reste du vivant, l'importance de la nature, l'importance de la terre, et l'importance des esprits, des astres, des ancêtres, toutes ces choses. En tout cas, c'est quelque chose qui correspond bien plus à ma spiritualité animiste que juste, par exemple, le queer tarot, il est cool, mais il ne me représente pas ma spiritualité. Or, j'utilise en priorité le tarot d'une façon spirituelle et mystique. Il fait que 23 degrés dans cette pièce, mais pourtant, je fonds du cerveau, donc je suis un peu en brouillard cérébral alors que j'ai déjà pris beaucoup de café. Donc c'est assez difficile pour moi de garder le fil et de dire des choses très utiles. Et je suis vraiment désolée parce que j'avais très envie de faire cette vidéo aujourd'hui et de la mettre en ligne demain. Je voulais dire un autre truc par rapport à la carte des amoureuses, parce que quelqu'un m'a reposé la question, enfin m'a posé la question en dessous d'une de mes dernières vidéos. Et j'étais pas rentrée dans les détails parce que c'est un truc dont j'avais déjà parlé, mais c'est aussi quelque chose qui peut être embêtant pour moi dans certains tarots queer, ou juste des tarots qui se veulent inclusifs des personnes LGBT, qui sont pas forcément queer, et qui vont systématiquement sur cette carte-là, ou sur le dos de coupe, mettre un couple de femmes, qui vont être en général blanches, cisgenres, minces, valides, qui vont être représentées d'une façon très romantique, bon, parfois un peu plus sexuelle, mais avec un regard très sexualisant dans ce cas-là, et qui correspondent à une espèce de fantasme des lesbiennes. Je ne dis pas que des personnes en apparence très féminines et qui sont blanches et minces ne font pas partie de notre communauté. Et il y en a évidemment, mais c'est dommage quand la seule chose qu'on est capable de montrer, c'est ce qui est déjà valorisé comme type de lesbianisme au niveau sociétal, qui est valorisé et à la fois tellement sexualisé, objectifié, etc. à travers le porno mainstream. Donc c'est ultra énervant, difficile pour moi quand les seules représentations lesbiennes dans un jeu, c'est sur la carte des amoureuses, et c'est un couple lesbien qui convient bien à l'hétérosis patriarcat, qui n'a pas de problème avec ce genre de couple lesbien, qui correspond à une certaine image féminine, bien lisse. Bien sûr, tout le monde n'est pas dans un couple butch femme, ou bien sûr, mais en fait, il y a tellement de façons d'être lesbienne
Pourquoi on est obligé de voir des lesbiennes qui soit ressemblent à des pubs du porno chic des années 90, soit ressemblent, non pas à des héroïnes de Hellworld, parce qu'en fait c'est pas vrai, enfin en tout cas pas Shane quoi, toutes les autres. Vous voyez un peu cette esthétique qui fait plaisir et parfois souvent titille certaines personnes hétérosexuelles, mais qui est pas représentative de grand monde dans notre communauté. Avec une féminité très lisse. Je veux pas dire qu'une telle carte est problématique en soi, ce que je veux dire c'est que la répétition, que le nombre de jeux où pour faire inclusif on a un couple lesbien et qu'en fait tous ces couples lesbiens se ressemblent, ont l'air d'être les mêmes, c'est hyper réducteur, c'est hyper annoncer des clichés sur notre communauté, ça ne nous donne pas à nous de la représentativité. J'insiste donc, mon propos n'est pas de dire parce que vous vous trouvez dans ce type d'image, vous n'êtes pas queer, ou votre jeu n'est pas queer, ou des choses comme ça, pas du tout. C'est la redondance de ce genre d'image, dans ce genre de position qui m'ennuie, et c'est aussi que moi, dans ce genre de représentation, je ne me vois pas en tant que personne queer, et qu'un des objectifs de cette vidéo, c'est vous dire qu'est-ce qui fait un tarot queer pour moi, qu'est-ce qui est important pour moi d'avoir comme tarot queer dans ma collection. Je ne cherche pas à dire c'est ça qui fait un tarot queer et rien d'autre. Et en fait, je suis ravie qu'il y ait des gens qui se retrouvent dans ce genre de représentation. Je ne dis pas qu'elle compte pas. C'est vraiment, mais vraiment absolument le fait que sur certains tarots, c'est la seule représentation de relations saphiques, lesbiennes, bi, et ça c'est dommage. Comme je vous ai déjà dit, c'est un tarot qui est hyper intéressant parce qu'il met en avant le plus qu'humain. Certes, mais j'avais aussi envie de vous montrer des représentations humaines ou d'esprits, comme ici un esprit, des esprits de l'arbre qui sont représentés avec des corps d'humains en humaine, et que même de ce côté-là, il y a une perspective vraiment chouette en termes de représentation, et je crois pas que c'est forcé. Tiens, en parlant d'humain, il n'y a pas de visage humain, mais on a bien compris l'importance de la lutte contre les violences policières et contre la police comme le bras armé de l'État. Aussi sur certaines cartes qui ne représentent pas d'humain humaine, je voulais souligner ce qui était très très chouette au niveau de comment on a renommé les cartes. Ici on a la putain pour la prêtresse, c'est osé. Et c'est génial, le bouquin est vraiment cool là-dessus, le soulèvement pour le jugement. On revient aux humains, ici on a quand même la doula pour l'impératrice, on a l'establishment pour l'empereur. Establishment, qu'on va dire en français, ouais. Voilà, rebelle c'est pour cavalier, cavalière. Crone, vieille dame. Vieille personne, enfin le terme est moins genre en anglais quand même, c'est pour les rois. Guérisseuse, c'est pour les reines. Là, il est d'office dans mon top 3 de mes tarots queer préférés. C'est des autres choses dont j'aurais aimé parler dans cette vidéo, mais ce ne sera pas le cas parce que clairement, c'est pas très vif du cerveau aujourd'hui, donc ça va pas être ça. J'aurais aimé, peut-être je le ferai à un autre moment dans une autre vidéo, parler des lignées dans lesquelles s'inscrivent ces tarots queer actuels qui se revendiquent de toute une histoire de tarot LGBT et des coloniaux et queer, etc. Mais on va pas y arriver maintenant. Dans les tarots que j'avais aussi descendu, parce que je l'avais encore utilisé ces derniers temps, bon, pas plus tard qu'aujourd'hui, on a le tarot ultraviolette. Est-ce que je vous en ai parlé déjà fort en détail dans une de mes dernières vidéos? Oui, pour le coup, vraiment, c'était un peu la star de mon milliard tarot, je pense. Donc, je vais pas en reparler pendant très très longtemps, mais c'est un tarot écoféministe, queer non-binaire aussi. Les figures sont fabuleuses. Pour l'arcane majeur, c'est pareil, c'est super intéressant, super fort, super ancré. Au niveau des cartes de l'arcane mineur, des suites, il y en a qui sont ultra parlantes, comme celle-ci, et il y en a d'autres sur lesquelles j'ai un peu plus de mal à m'y retrouver. Je le dis à peu près à chaque fois que je vous en parle, mais avec l'habitude, en fait, les cartes que je tire en général résonnent très fort pour moi. Il faudrait peut-être que je fasse un travail avec les quelques cartes que j'identifie encore comme des cartes sur lesquelles je coince pour développer davantage ma propre relation avec elles et me sentir moins perdue quand je les tire.
En fait, il y en a vraiment très très peu. J'aime beaucoup celle-ci, elle correspond à la position du chat en pilates. Je sais pas, comme je suis hyper laxe, avec mon hypermobilité, je pratique pas le yoga. Celle-ci, avec les 3 sœurs de la permaculture, c'est des cartes qui sont très faciles à interpréter dans les mineurs. Pareil ici, avec le 10 de coupe. En fait, je sais pas, chaque fois que je les regarde, je me dis, mais en fait, Katou, il y en a plus tant que ça avec lesquels tu as du mal. Bah, je vous montrais tout à l'heure le 2 de bâton, ça j'ai du mal. Le 3 de bâton, non, ça va. Le 9 d'épée, c'est probablement un de mes 9 d'épée préférés au monde. Ah, voilà. Le 6 et le 5 de pentacle, j'ai plus de mal. J'adore ce 2 d'épée. J'ai un peu plus de mal avec ce 6 d'épée. Anyway. En tout cas, c'est d'office aussi un de mes préférés dans ce domaine-là. J'aimerais être beaucoup plus vive. Ça, c'est le Cozy Witch Tarot. Je mentionne principalement parce que la créatrice est queer. Et c'est un jeu aussi qui est queer dans le sens où il est en non-mixité, meuf. Et il passe le test de Bechdel, vous voyez. C'est pas encore un de ces tarots, enfin, une de ces productions culturelles où on a l'impression que les mecs, c'est toujours quelque chose dont il faudrait être en train de discuter quelque part. C'est un jeu qui est décrié parce que il y a toujours, encore et toujours, c'est comme avec le Modern Witch Tarot, quoi, des personnes qui n'arrivent pas à se visualiser dans une production culturelle où il n'y a pas d'hommes. Comme si, en fait, la non-mixité mec, c'était pas partout. Je veux dire, on n'a pas du mal à se retrouver dans son gouvernement ou dans à peu près tous les gouvernements. Non, ça va, là, ça va. La non-mixité entre hommes blancs, bon, ça passe. La non-mixité cisgenre, ça va. Hein? Mais par contre, un tarot, il n'y a que des meufs. Oh, mais on a tous du masculin et du féminin en nous. Si c'est ce que vous pensez, je ne sais pas ce qui vous empêche, du coup, de visualiser votre part masculine ou féminine dans ces images, en fait. Hein, c'est juste... Il faut penser de façon un petit peu plus complexe que ça, si vraiment vous pensez comme ça. Donc, il faut croire que prendre le parti de la non-mixité sur un jeu, quoi, c'est quelque chose qui est résolument queer et militant en 2025. Par contre, prendre le parti de la non-mixité dans un gouvernement, dans un CA de grandes entreprises et compagnie, là, ça pose plus de problème à personne. Tout va bien. Quand t'es installé avec tes potes, là, toi, Jean-Marc, au café du coin, t'as plus de problème avec ta non-mixité en mec blanc, hein. Ça, là, tout va bien. Ok. Mais dans un jeu de tarot, tu te sens exclu. C'est pas cool. T'es partout, mais là, t'as pas de place. Oh non, poupou, elle est trop triste. Voilà. Donc, au final, ces tarots sont juste révolutionnaires alors qu'ils n'ont aucune autre intention que de proposer un espace safe, rassurant et des représentations variées à des ados. Et moi, mon ado intérieur, elle adore ça. Elle kiffe trop. Et quand je vois comment les jeunes, les enfants ou les ados que je connais sont violentés par les cultures masculines et d'hétérosexualité et les mecs dans tout leur environnement, mais surtout à l'école et tout ça, mais vraiment, mais là, le niveau de violence qui est tellement pire que ce que j'ai vécu, alors qu'à notre époque, c'était déjà tellement horrible, je dis oui, je dis 1000 fois oui, je dis arrêtez de vouloir être partout, arrêtez d'avoir besoin de voir des mecs cisgenres pour pouvoir vous visualiser, si jamais, même si vous pensez en dualité, si vous pensez en masculin ou en féminin, alors même que vous dites qu'on a toutes des parts masculines et féminines, pourquoi vous avez besoin de voir un homme cisgenre pour visualiser du masculin? C'est bien la preuve que penser en masculin et en féminin, c'est généralement une pensée essentialisante en fait. C'est la preuve, vous avez beau dire ce que vous voulez. Ça prouve qu'en fait, vous accordez le féminin, vous associez le féminin ou le masculin à de la biologie. Or, les tarots queer, ils font pas ça. Ils prennent les rôles de genre et ils prennent les codes de la féminité et de la masculinité, etc. Et ils les étendent et ils font de la place pour tout le monde et ils les déconstruisent et ils jouent avec. Moins dans ce jeu-ci, et c'est ok. Mais c'est ça aussi. C'est pour ça qu'à plein de moments, je vous parlais des expressions de genre masculine ou féminine, parce que oui, c'est des choses qui font partie de nos codes dans les communautés LGBT. Tout le monde s'y trouve pas forcément, mais ça fait partie d'une partie des codes.
étendre le spectre, ne pas limiter le spectre du genre à la biologie. C'est ça, c'est la base. Franchement, alors je vais encore avoir des commentaires de haineux, allez-y, lâchez-vous, faites-vous plaisir. C'est la base de c'est quoi queer, hein. Je sais pas pourquoi vous êtes en train de regarder cette vidéo depuis aussi longtemps si vous ne comprenez pas le terme queer à ce point-là, quoi. Hein. Et je pense qu'il y a même de la place dans le terme queer pour les personnes qui travaillent avec le féminin sacré ou des trucs comme ça. Et je pense qu'il y a de la place. Il y a de la place pour penser de façon binaire et dualiste à certains moments. Mais il faut une volonté de ne pas essentialiser. Il faut une volonté de ne pas exclure, en particulier les personnes trans, et en particulier les femmes trans dans le cas du féminin sacré. On voit bien ce que ça donne souvent dans les communautés, dans ces questions-là, quoi. Et comme c'est un tarot qui est particulièrement destiné aux ados et qu'on sait à quel point les violences de genre, la pression à l'hétéronormativité est telle sur les ados, je ne comprends pas que des gens puissent être en colère, qu'on donne des bulles de soulagement aux ados qui pourraient être en train de se tirer les cartes. Je sais pas. Donc je suis en colère contre les gens qui sont en colère contre ce genre de jeu. Et ça revient tout le temps sur ce genre de jeu. Et du coup, j'ai envie de défendre cette créatrice queer et sa démarche aussi. Tu sais, c'est un peu genre... c'est les mêmes gens idiots qui vont demander à des couples lesbiens « Mais où sont les présences masculines dans leur vie ?» Réveillez-vous. Hein. Voilà, le Rainbow Tarot. Une approche queer, c'est une approche qui est libératrice, qui est émancipatrice, qui est une approche de justice sociale au niveau des individus, ok, mais qui perdent jamais de vue le collectif, qui perdent jamais de vue les systèmes d'oppression et leur imbrication. Après, les termes évoluent, hein. Le queer, à la base, c'est un renversement, un retournement du stigmate, c'est un renversement de l'insulte. Comme je dirais, je suis Gwyn. A été utilisé par des mouvements très militants aux États-Unis, puis qui a été popularisé par les queer studies, donc par un niveau quand même plutôt universitaire, plutôt philosophe, plutôt d'études culturelles, etc., qui avait une définition à cette époque, au cours des années 90 et puis progressivement dans les décennies qui ont suivi, qui a été largement dépassée par non seulement la recherche continue à évoluer, mais aussi par la façon dont le terrain, dont les personnes concernées à tous les endroits ont continué à se réapproprier ce terme et à l'utiliser pour elles-mêmes. C'est aussi important de constater qu'il y a de plus en plus de gens qui utilisent le terme queer en enlevant sa portée politique. Seulement cette vieille Gwyn est aussi là pour vous rappeler que cette portée politique est inhérente au terme même, qui était une insulte qu'on a choisi de retourner. Un truc qui, je pense, a jamais changé avec le terme queer, c'est que c'est un terme qui se veut vraiment accueillant. C'est un terme qui accueille aussi les personnes qui sont en questionnement, qui ne fait pas de vérification à l'entrée de votre carte d'identité, votre adhésion au parti ou que sais-je, quoi. Du coup, c'est important aussi que même s'il y a plein de moments dans la vidéo, je vous renvoie à mes coups de gueule, je tempère aussi en disant que il n'y a pas une seule façon d'être queer, que c'est jamais figé d'être queer, que c'est une pratique qui est dans la mouvance et dans la fluidité, c'est une pratique ou une identité. Pour moi, bon, rien. Le terme queer et les politiques de l'identité, on pourrait en parler assez longtemps, on ne va pas rentrer dans ce genre de débat, mais en tout cas, c'est quelque chose qui invite à la fluidité, qui invite à l'accueil, mais qui invite aussi à questionner, à déconstruire les normes sociales, les attentes sociales, les rôles de genre, à quel point ils pèsent. Et donc penser queer et ne pas penser systémique, c'est passer à côté du terme queer quand même. Là pour le coup, d'après moi, je crois qu'il faut être assez clair là-dessus. C'est même pas être radical, c'est juste... L'histoire du terme queer est radicale. Alors là, bon, on est dans un gros débat parce que donc on a commencé à utiliser ce terme-là dans les années 80, c'était un terme qui s'opposait au féminisme radical, justement, et au lesbianisme radical. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de conflits dans ces moments-là, parce que ce que signifiait le féminisme radical à ce moment-là, et le lesbianisme radical, était en
position au côté sexe positif, très inclusif par rapport aux travailleuses du sexe, etc. Contrairement au féminisme et au lesbianisme radical. Donc là, c'est toute une autre histoire. Radical n'était pas un mot queer à la base au niveau épistémologique, en fait, enfin pas épistémologique. Si la construction des savoirs queer versus la construction des savoirs féministes radicales et leur positionnement. Le positionnement féministe radical, c'est la racine, il faut enlever la racine. Le patriarcat est la racine de tout, donc il faut tout enlever la racine. Donc. Et le queer était, mais nos imaginaires, ils sont là, peut-être ils sont influencés par le patriarcat, mais quand même, comment on peut continuer, on peut les déconstruire et réinventer d'autres choses avec les cartes qu'on a en main. Et ça a évolué depuis lors. Et donc j'utilise quand même le terme radical. Je sais plus ce que je disais avant d'être interrompue par le fait que j'avais plus de place sur mon téléphone. J'entends pas mal le bruit des basses en fait ici quand je suis en bas. Je crois que ça m'irrite pas mal. Je me demande si je ferais pas cette vidéo en 2 parties en fait. Parce que je préférerais la monter et la poster que travailler trop là-dessus. Balance, c'est la justice dans le Rosebud Tarot. Déjà, j'aime bien parce qu'il y a les 2 parties de la balance. Donc c'est déjà une suggestion fort sympathique de la part du Rosebud Tarot. Et aussi ça invite à prendre des décisions. Là en plus on a un champ de rose et on a le sécateur qui est souligné par les couleurs. J'ai plus les mots, je suis trop fatiguée. Mais donc ça, c'est vraiment intéressant. Oui, c'est ça que je vais faire en fait. Je voulais me dépêcher de finir et tout mettre dans cette vidéo, mais ça n'ira pas comme ça. Ça n'ira jamais comme ça. Je vous montre un peu le Rosebud Tarot. Donc j'ai vraiment envie qu'il se fasse une place dans ces tarots-ci. Non seulement je suis vraiment fatiguée, mais en plus... j'ai l'impression que les coups de gueule sont importants dans ce genre de vidéo parce que les définitions sont importantes aussi, même si évidemment il y a possibilité d'échanger sur ce sujet et de contester évidemment, mais voilà. Surtout quand je prenais la parole par rapport au masculinisme et aussi en lien avec la montée du fascisme à peu près partout. J'aimerais pouvoir en parler plus posément qu'en m'emballant en montrant des tarots, et en même temps voilà, c'est des situations qui sont assez urgentes et qui sont largement ignorées dans les milieux cartes, disons, sur internet, et c'est pas possible quoi, c'est pas une petite bulle en dehors de tout le reste, donc c'est aussi important de pouvoir en parler. Voilà, la carte des amoureuses est vraiment assez chouette, je vous la montre comme ça. Je ne vous remontrerai pas ce tarot-ci dans la prochaine. C'est pas le plus queer des tarots, mais je sais que je ne l'avais pas encore montré dans des vidéos de ce genre précédemment, et c'est l'occasion de faire un petit clin d'œil. Il est loin d'être parfait sur, par exemple, les représentations des personnes grosses, mais il est assez intéressant sur d'autres types de représentations, en particulier les personnes racisées. Il n'y a pas du tout que des personnes blanches, il n'est pas non plus créé que par des personnes blanches. Et aussi, il a des tonalités féministes qui sont aussi très intéressantes. Ah ben, on a un joli 2 de coupe. Et voilà, c'est sur les images du Rosebud Tarot que je vais prendre congé pour l'instant. Et revenir plus tard avec des jeux en plus. Parce que j'ai encore sur ma liste les gros bidous. Je vais réussir à clôturer cette vidéo. Même dire au revoir devient difficile à ce stade. Je reviendrai avec une deuxième partie encore, oui. J'espère un peu plus en forme, mais j'avais envie de vous partager une vidéo un peu sympa, une vidéo axée sur les jeux de tarot et oracle. C'est toujours sympa quand il fait chaud et que tout le monde est en train de fondre
chez soi ou en extérieur. Aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas sortir parce qu'il fait vraiment trop lourd. Et voilà, j'avais envie de vous partager un peu légèreté. Et puis à un moment, bah, si c'est pas léger pour moi et que moi-même je souffre beaucoup de devoir faire cette vidéo, je pense que c'est contre-productif, surtout un jour de solstice. Et donc il est temps pour moi d'arrêter, mais j'ai encore envie de vous parler de ce sujet-là. Et j'ai envie de vous en parler justement quand je suis dans une optique un peu plus joyeuse. Là, tout de suite, mes douleurs ne me rendent pas joyeuse du tout. Je vais prendre mes antidouleurs, m'allonger et je vous retrouve vous bientôt. Prenez soin de vous aussi. Il fait chaud. En Belgique, ça va encore par rapport à la France. Je sais que vous êtes en alerte canicule dans plein de départements. Donc, je sais que beaucoup de personnes me regardent depuis la France et je pense fort à vous. Dans tous les cas, je sais que un peu partout, la sécheresse et la chaleur, c'est difficile. Et je vous envoie beaucoup de solidarité parce que moi là, je vais juste m'allonger et enlever ce maquillage auquel je suis allergique. Mais de temps en temps, le temps d'une vidéo, je pense que ça va aller, sauf que je traîne ça depuis maintenant 4 heures, je crois. J'aime bien, alors j'ai trouvé ça à la ressourcerie il y a 2 jours. C'est très moche comme top, mais en même temps très kitsch et de mauvais goût. Et je pense qu'il faut de temps en temps célébrer le mauvais goût. Et c'est tout juste pour montrer mon tatouage de grosse flemme. C'est pas mal, non? Ok. Salut les gros pitous. Vous savez, ce qui est dur quand il fait chaud comme ça? Les perruques. Les perruques. Je crois que je ne serais pas autant en malaise si je n'étais pas en train de porter ma perruque. Il est temps.